Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une des grandes catastrophes de l'histoire de France que Franck Ferrand a choisi d'évoquer cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. On parle beaucoup de la crise que nous traversons aujourd'hui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le passé, la France a souvent traversé des moments bien pires que celui-ci et qu'elle s'en est toujours relevée. Je prépare d'ailleurs un travail à ce sujet, on en aura l'occasion d'en reparler. Et pour vous donner un exemple, j'ai choisi la défaite historique des Français. Les Français à l'époque menés par le connétable de Montmorency face aux Espagnols du duc de Savoie. C'était sous le règne d'Henri II, le 10 août 1557, jour de la Saint-Laurent. Et oui, et d'ailleurs les Espagnols l'ont appelée la bataille de la Saint-Laurent. Nous avons tout simplement préféré l'oublier. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans la Sierra de Guadarrama, à une grosse quarantaine de kilomètres au nord de Madrid, se trouve un des fleurons patrimoniaux de la Castille et même de l'Espagne, le palais de l'Escurial, El Escorial en espagnol. Je devrais dire d'ailleurs le domaine de l'Escurial, car plutôt qu'un palais au sens propre, il s'agit en vérité d'un monastère qui servait de résidence royale au siècle d'or. Il s'agit d'une sorte de sublime caserne religieuse, un ensemble à la fois gigantesque, grandiose et très austère. Or, si vous jetez un œil au plan, vous constaterez que les corps de bâtiments forment une sorte de quadrillage. C'est une évocation du gril sur lequel a été martyrisé Saint Laurent, et du reste le nom complet du monastère royal est Saint Laurent de l'Escorial. Et il y a une raison à cela. Le roi Philippe II a voulu cet immense édifice pour commémorer la célèbre, victorieuse et non moins terrible bataille de Saint-Quentin, dite donc bataille de la Saint-Laurent, parce qu'elle s'est déroulée le jour de la Saint-Laurent, le 10 août 1557. La ville de Saint-Quentin dont il s'agit, c'est bien sûr la ville picarde, assiégée pendant 17 jours, défendue par Coligny. Au cours de la bataille, des civils réfugiés dans les églises, notamment à la paroisse Saint-Laurent, avaient été massacrés par les Espagnols. Eh bien, c'est peut-être pour expier ce crime, mais c'est aussi et surtout pour honorer la mémoire des nombreuses victimes d'une bataille inégale et meurtrière que le roi très catholique a fait édifier l'Escurial. À Saint-Quentin, ce sont près de 50 000 soldats du roi d'Espagne qui sont tombés sur les 20 et quelques mille soldats du roi de France. Cette bataille de la Saint-Laurent, écrasante victoire espagnole, dans des conditions que nous allons détailler tout à l'heure. Cette bataille est un désastre pour la France. Au soir de la Saint-Laurent, 6 à 7 000 Français ont été tués. Le premier capitaine du royaume, le connétable de Montmorency, est prisonnier, ainsi que le maréchal de Saint-André et 6 000 autres hommes. Le roi Henri II lui-même ne doit qu'à son absence le fait de n'avoir pas été pris. La route de Paris est alors grande ouverte devant Emmanuel Philibert de Savoie, et pourtant les Espagnols ne vont pas saisir leur chance. Le roi Philippe ordonne que l'on se concentre sur Saint-Quentin, qui tombera 17 jours plus tard. La France était, on peut le dire, au bord du gouffre. Le roi d'Espagne s'est abstenu de l'y précipiter. Alors, pour quelle raison ? C'est une des questions que nous allons nous poser. Ce qui est certain en attendant, c'est que le coup était passé vraiment très près. En cet été 1557, que Paris n'ait pas été occupé, que le royaume n'ait guère été amputé, que la dynastie ait survécu à un tel échec, voilà qui tient plus ou moins du miracle. Mais ceux qui connaissent bien l'histoire de France savent que ce pays n'est vraiment pas à un miracle près. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Un extrait sur Europe 1 de La Bourrée, composé par Michael Pretorius. Je rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui à la bataille de la Saint-Laurent. Cette musique renaissante pour accueillir Thierry Crépin-Leblond. On va prendre cette habitude, quand vous venez, on vous mettra de la musique comme ça un peu royale, Thierry Crépin-Leblond. Merci d'être ici. Alors, on parle assez peu du règne d'Henri II dans l'histoire de France, il faut bien le dire. Il est un peu écrasé entre François Ier et les guerres de religion, cet Henri II. Et puis surtout, il est éclipsé par sa célèbre maîtresse Diane de Poitiers, qui bien sûr, elle, est une des stars de notre histoire. Et lui, finalement, on n'en parle pas beaucoup. C'est pourtant un règne important, c'est un règne
charnière, c'est la grande époque de la Renaissance. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en dire quelques mots. Ce qu'il faut dire, c'est que Henri II est un roi qui tient parfaitement son rang. Il fait le métier convenablement, si je puis dire. Effectivement, ce qui l'a écrasé, en fait, ce sont les guerres de religion, oui. dont on a voulu le créditer, à la fois par sa propre obstination à persécuter les protestants et par sa trop grande faiblesse réelle ou supposée vis-à-vis de Diane de Poitiers. Ce qui fait que promouvoir l'un, c'était abaisser l'autre. Et ça s'est beaucoup fait au XIXe et même encore au XXe siècle. Il faut se rappeler, quand on commence La Princesse de Clèves, qu'on nous parle du règne de Henri le Grand, et que cet Henri le Grand, c'est bel et bien Henri II. C'est vrai qu'il n'était pas destiné à régner, il est le fils cadet de François Ier. Henri, duc d'Orléans, dont on avait pensé faire un empereur, et qui, par la mort de son frère aîné, s'est retrouvé d'abord dauphin, puis roi, et qui a assumé ce rôle, finalement, pour lequel il n'avait pas été préparé au début, avec beaucoup de courage, de constance et de droiture, peut-être pas toujours assez de machiavélisme. Et ça, c'est même probable, en l'occurrence. Alors, l'année qui nous intéresse, c'est 1557. On est 2 ans avant la mort du roi, et on est 10 ans après son avènement. Alors, je ne vais pas vous demander de nous résumer 10 années en 10 secondes, Thierry Crépin-Leblond, mais enfin, en quelque sorte, expliquons peut-être comment on en est arrivé à cet affrontement, à ce bras de fer avec le roi d'Espagne, Philippe II, fils du célèbre empereur Charles Quint. Très clairement, il y a eu la guerre qui a continué par rapport à François Ier jusqu'en 1555. François Ier est mort en 47. À l'époque, on peut dire que la fin du règne de François Ier, même si on a l'image d'un François Ier brillantissime, la fin du règne n'est pas brillante. Elle est très difficile. La cour est ravagée par les luttes de partis, notamment entre la duchesse d'Étampes et Diane de Poitiers. Un peu les anciens et les modernes d'un côté, mais plutôt 2 visions différentes de la France comme de la politique étrangère. Le roi intervient, remet Montmorency à son poste précédent de Premier ministre, et l'homme d'État qui est Montmorency réorganise l'administration, notamment. C'est là qu'on met en place les secrétaires d'État. On se tourne vers une France plus renaissante, dans le sens de plus classique. Il y avait une forme d'exubérance et d'italianisme dans les volontés de François Ier. Henri II se tourne vers la célébration de la France comme modèle de monarchie universelle inspiré de l'Empire romain. C'est ça. Et c'est cela qu'il met en place. Avec des départements ministériels, une administration qui va tout à fait dans le sens de ce que voulait la mère de François Ier, Louise de Savoie. On modernise l'État, en quelque sorte. Exactement. Et d'ailleurs, Montmorency, à ce titre, est un des disciples de Louise de Savoie et entend la faire respecter. De ce point de vue, la France reste une puissance militaire, et c'est ainsi qu'Henri II, en 1552, récupère Metz et les 3 évêchés, mais n'arrive pas à déboucher en Italie. Ce qui fait qu'en 1555, les 3 évêchés, c'est tout le Metz-Verdun. Verdun et Metz, oui. En 1555, on a l'impression que la trêve de Vaucelles met terme en quelque sorte aux guerres. Et effectivement, Henri II, qui a juré la trêve, parce qu'il se sent autant, voire davantage, roi chevalier que son père, dont il a d'ailleurs presque la taille, on l'oublie là aussi, parce qu'il se tenait voûté. Mais il dépassait tout le monde. C'est un géant, oui. Et à ce moment-là, on a l'impression que la France va se tourner vers la paix. Et c'est vrai que dans la littérature, peut-être autant que dans l'art, c'est un moment d'exception, où se révèle entre autres la Pléiade. Oui. Mais Philibert Delorme, à côté, met en place une architecture à la française. C'est-à-dire qu'il part de l'antique, mais qui veut le faire évoluer pour donner l'impression que Rome a été dépassée par la France. Alors, il faut dire aussi que tout le règne d'Henri II, et notamment les dernières années, plus encore, est marqué par la répression contre la réforme. Les protestants ne sont pas du tout en odeur de sainteté à la cour d'Henri II. Alors, en fait, c'est la continuité de François Ier. C'est-à-dire que pendant longtemps, les réformés... Une radicalisation, quand même. Les réformés ont espéré voir le roi basculer vers eux. Et l'affaire des placards a complètement modifié les choses. Donc, la fin du règne de François Ier était déjà féroce. Ce qu'on appelle l'affaire des placards, c'est des affiches qui avaient été apposées jusque dans l'appartement même du roi François Ier, mais bien plus tôt. En 1534. Mais il y a eu la répression contre les Vaudois, ordonnée par François Ier. Donc Henri II ne fait que prolonger cette volonté de réfuter la réforme, y compris par la force. Et c'est là qu'effectivement ça se durcit jusqu'en 1559, le funeste édit d'Écouen, qui est le premier où le roi décrète clairement des répressions jusqu'à la peine capitale contre les réformés. Mais effectivement, ça va de pair, si j'ose dire, avec, pour l'instant, une noblesse qui reste regroupée derrière le roi. Et c'est la mort inattendue d'Henri II qui déclenchera les guerres de religion, parce qu'effectivement, il n'y a plus une autorité royale suffisamment ferme pour conserver cette noblesse réunie.
l'épouse d'Henri II, évidemment, c'est Catherine de Médicis. On va en parler tout à l'heure et j'en parlerai notamment dans mon récit. Vous venez de citer le château d'Écouen, qui était la résidence du connétable Anne de Montmorency et qui est votre résidence aujourd'hui, Thierry Crépin-Leblond, puisque je rappelle que vous êtes directeur du Musée national de la Renaissance, qui est au château d'Écouen, merveilleux château d'Écouen. Ce connétable de Montmorency, c'est un peu l'homme fort de l'époque. En 1557, il va jouer un rôle décisif dans les événements qui nous intéressent. Alors, de par sa fonction de connétable, mais il faut se rappeler qu'il est aussi grand maître de l'hôtel du roi et Premier ministre de fait. C'est ça, voilà. C'est l'homme fort du régime. Voilà, mais il partage quand même son pouvoir avec ses grands ennemis, les Guises, et François de Guise est le grand stratège de l'époque. Simplement, lorsqu'on s'approche de la bataille de Saint-Quentin, François de Guise est en Italie avec l'armée française. Malheureusement, donc face au duc de Savoie, ce n'est pas le grand stratège qui va œuvrer, c'est celui qui fait office de Premier ministre, c'est Montmorency. Europe 1, au cœur de l'histoire. La Saint-Laurent ou le cauchemar d'Henri II, nous en parlons sur Europe 1, toujours en compagnie de Thierry Crépin-Leblond, qui est directeur du Musée national de la Renaissance, le château d'Écouen, Franck. Alors nous avons posé le décor et présenté les protagonistes. Donc évidemment le roi de France, Henri II, qui est le fils de François Ier. Son épouse, c'est Catherine de Médicis. Et il a une sorte de père de substitution, Henri II, qui est le connétable de Montmorency, qui a joué un très grand rôle dans son enfance et son adolescence, qui l'a formé militairement notamment. Tout à fait, il l'a accompagné sur plusieurs campagnes et surtout c'est celui qui est allé le chercher quand il est revenu d'Espagne. Ce qui fait qu'on s'est longtemps mépris sur le mot. Alors vous dites quand il est revenu d'Espagne, pardon, mais ça il faut préciser, ça va jouer son rôle, c'est que au moment de la capture de François Ier à Pavie, François Ier a donc été dans les geôles, si je puis dire, en tout cas il a été prisonnier d'État de l'empereur, de Charles Quint, et pour libérer François Ier, on demande en échange, les Espagnols veulent 2 otages qui sont les fils de François Ier. Donc, et le plus jeune des deux fils qui sont otages, c'est celui qui va devenir le roi Henri II. Donc Henri II a connu les prisons espagnoles et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne porte pas du tout les Espagnols dans son cœur. Non, il leur en veut énormément et lorsque François Ier reçoit Charles Quint en 1539, on doit quasiment dire au dauphin de se tenir tranquille derrière parce qu'on a peur de le voir faire un coup d'éclat. Et effectivement, il appelle Montmorency mon compère, ce qu'il en a longtemps compris comme mon complice, mais qui veut dire en fait mon parrain, mon deuxième père, car ce n'était un secret. Oui, ce n'était un secret pour personne que François et Henri se détestaient cordialement. Et Montmorency, affectivement, prend la place du père, qui d'ailleurs lui en voudra toujours là-dessus, et celui qui donne le plus de conseils à Henri II par rapport au reste de l'entourage. Or, Montmorency est favorable à une paix avec les Espagnols, lui. Ce sera l'une des constantes de sa politique à travers les différents passages qu'il va faire au pouvoir. Voilà, il n'est pas du tout pacifiste, il sait très bien envoyer l'armée quand il le faut, mais il a compris que la paix avec l'Empire permettait le développement du royaume, et il y tient. Alors on dit avec l'Empire parce qu'il se trouve que le roi d'Espagne, Charles, avait été élu en 1519 empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais au moment de son abdication, il laisse l'Empire à Maximilien et l'Espagne à Philippe. Et donc c'est bien le roi d'Espagne, Philippe, qui est notre ennemi dans l'affaire qui nous occupe. Voilà, sauf que le roi d'Espagne est en même temps l'héritier de Bourgogne pour les Flandres, donc il tient la Franche-Comté, il tient la Belgique actuelle, et la France est prise entre deux feux, d'autant plus que l'Espagnol contrôle également le Milanais. Alors cette vieille lutte entre les Valois en France et les Habsbourg, donc une vieille lutte recuite, on peut dire, elle prend une nouvelle force, un nouveau tournant dans le milieu des années 1550. On est de nouveau en guerre contre l'Espagne. Voilà, et d'autant plus en guerre qu'il y a un troisième protagoniste qui vient chercher à exploiter le conflit, comme d'habitude, oserais-je dire, c'est le pape. Et le pape envoie son neveu à Paris rallumer la guerre contre l'Espagne, rompre la trêve de Vaucelles, en demandant que l'armée française revienne une nouvelle fois en Italie. Et François de Guise est délégué pour cela, en passant par les terres de son beau-père, Alphonse d'Este, qui avait effectivement épousé la fille de Louis XII et Anne de Bretagne. Alors donc, en fait, on peut dire que notre meilleur stratège est occupé en Italie. Le pape nous pousse à la guerre, c'est un paradoxe. Et on se demande par où les Espagnols vont attaquer. Et effectivement, on concentre
sur la route traditionnelle de l'invasion l'essentiel des forces disponibles, c'est-à-dire en Champagne. Heureusement, l'amiral de Coligny, neveu d'Anne de Montmorency, fait réparer Anne de Montmorency, c'est le connétable. Il porte un prénom féminin, mais c'est bien lui dont on parle. Voilà. Et son neveu, Gaspard de Châtillon, amiral de Coligny, le futur chef protestant, mais il est encore catholique, il ne se convertira que plus tard, fait réparer et fortifier les villes de la Somme au moment décisif où on apprend qu'effectivement l'armée espagnole arrive par un chemin inattendu. Et ne faut pas oublier que les Anglais attendent, car l'époux Philippe II est époux de Marie Tudor, reine en titre d'Angleterre, qui menace évidemment d'envoyer par Marie Calais. La sanglante dont nous parlions l'autre jour à ce même micro. Oui. Voilà, et on craint une armée anglaise qui débarquerait à Calais pour se joindre aux forces de Philippe II. Oui, donc ça va quand même très mal. Quand je disais tout à l'heure que c'est un des pires moments de l'histoire de France, la situation est bien sombre et elle va le devenir plus encore après la défaite de Saint-Quentin. Montmorency prend les choses en main à ce moment-là. De toute façon, le roi n'a pas le choix puisque François de Guise est parti pour l'Italie. C'est Montmorency qui va diriger l'armée. Pourquoi est-ce que c'est pas Henri II lui-même qui mène les Français au combat ? Parce qu'en fait, ce n'est pas un vrai front. Ce qu'on veut faire, c'est une guerre d'usure, une guerre d'attente. Tenir l'ennemi à distance, c'est pas plus. Et ça, Montmorency sait très bien faire. Il l'a prouvé en 1536 en faisant partir Charles Quint de Provence. Et on ne veut pas de bataille. On veut simplement tenir les places fortes et laisser l'ennemi s'user, car on sait que l'ennemi n'a pas d'argent. Et que la force de la France, ce sont ses moyens propres et sa concentration face à un ennemi dispersé. Donc, à coup de politique, à coup d'escarmouches, à coup de renforts inattendus à des endroits surprenants, on espère gagner du temps pour laisser à François de Guise soit la possibilité de gagner en Italie, ce qu'il ne parvient pas à faire, car l'ennemi se dérobe d'eux-mêmes en Italie. On lui refuse la bataille. Donc ce qu'a prévu Montmorency, c'est simplement de refuser la bataille, tenir les places fortes, jusqu'à ce que l'ennemi s'épuise, comme ça s'est passé au siège de Metz, où Charles Quint avait été obligé de repartir bredouille. Autrement dit, puisque l'ennemi nous refuse le combat en Italie, on va le lui refuser, nous, au nord, en Picardie, et on va espérer que François de Guise puisse rentrer à temps, éventuellement, pour venir prêter main forte. Il y a sans doute aussi cette arrière-pensée-là chez Henri II. Hein. Et le roi est à Compiègne et rassemble le maximum de force qu'il peut, pensant au début le diriger vers la Champagne, et apprenant assez tard qu'il faut le diriger vers la Picardie. Ça, on s'y attendait pas. Non. Et c'est là l'action de Emmanuel Philibert de Savoie qui sait prendre de vitesse, surprendre l'adversaire, mais qui est quand même bloqué devant la ceinture fortifiée des villes de la Somme. Alors le duc de Savoie, c'est le grand personnage côté espagnol, puisque dans cette bataille où se joue le sort même de l'Europe et l'avenir de ces deux monarchies françaises et espagnoles, ce ne sont ni le roi d'Espagne ni le roi de France qui vont se battre, qui vont diriger les armées, ce sont respectivement le connétable de Montmorency pour la France et le duc de Savoie pour l'Espagne. En deux mots, qui est-il, ce duc de Savoie ? Alors, le duc de Savoie, il a une revanche à prendre. François Ier, lui-même fils de Louise de Savoie, lui a tout simplement pris ses terres. Et la France, depuis les années 30, occupe le duché de Savoie, entretient des garnisons à Turin, Pignerol et d'autres places fortes, ce qui fait qu'il veut récupérer son duché. Et donc, lui qui naturellement aurait dû être l'allié de la France, qui d'ailleurs le sera ensuite, là est passé clairement du côté espagnol et les entraîne sans doute encore plus fortement qu'ils ne s'y attendaient eux-mêmes. Alors nous allons venir, bien sûr, dans un instant, on va consacrer toute la deuxième partie de cette émission à la bataille elle-même de Saint-Quentin, cette bataille de la Saint-Laurent. Et puis nous allons voir aussi quel rôle a joué un personnage qui va faire, si l'on ose dire, son entrée sur la scène de la grande histoire, Catherine de Médicis. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui s'intéresse maintenant au personnage de Catherine de Médicis. Le connétable de Montmorency n'a pas pu envoyer à Saint-Quentin tous les renforts nécessaires à une défense efficace de la ville. L'armée espagnole est donc, on l'a vu, sous le commandement du duc de Savoie. Elle est grosse d'environ 60 000 fantassins, 17 000 cavaliers appuyés par quelques 80 pièces d'artillerie. Dites-vous que tout ça, pour l'époque, c'est une armée considérable. Le chef de cette armée, donc Emmanuel Philibert de Savoie, fait usage de la ruse. Il a commencé par mettre le siège de Venguise, une place forte très au nord-est de la Picardie. Et en fait, il avait pour véritable objectif la ville de Saint-Quentin, défendue par moins de 1500 hommes, même au départ du siège 1200.
Le siège commence le 2 août 1557. Les Français parviennent à faire arriver des renforts assez modestes, moins de 500 hommes, qui sont donc commandés par l'amiral de Coligny, qui est un proche parent de Montmorency, qui effectivement n'est pas encore le grand chef protestant, puisqu'à l'époque il était encore catholique, même s'il a de très très fortes sympathies pour la Réforme. Donc c'est Coligny qui va prendre la défense de Saint-Quentin et qui va diriger le siège côté assiégé. Finalement, le jour de la Saint-Laurent, le 10 août, le connétable de Montmorency décide d'avancer sur Saint-Quentin avec probablement l'idée de venir en soutien des assiégés. L'idée initiale, c'était d'envoyer une avant-garde de l'autre côté de la Somme, puisque la Somme passe à Saint-Quentin. On envoie une avant-garde de l'autre côté du fleuve à l'appui des assiégés pendant que le gros des troupes attendait dans un bois. Seulement finalement, le maréchal va changer ses plans. Il ordonne aux troupes embusquées de se déployer en ligne pendant que d'autres sont déjà en train de traverser le fleuve, ou pour être plus exact, d'essayer de le traverser. Et les Espagnols vont réagir vite et bien. Ils vont traverser la Somme par le pont du Rouvroy. On va voir dans quelles conditions et on va voir ce qui s'est finalement passé. Dans un instant, je vais entrer dans le détail de toute cette extraordinaire bataille. Vous savez quel a été le résultat des courses, si j'ose dire, un massacre effroyable. Et l'on comprend peut-être la culpabilité et la sorte de mauvaise conscience qu'a pu éprouver par la suite le roi d'Espagne, jusqu'à faire, comme je vous le disais tout à l'heure, bâtir l'Escurial. Déjà, Montmorency ne dispose plus que de la moitié de son armée à ce moment-là. Il bat en retraite. De ce fait, on peut dire que c'est tout le nord de la France qui se retrouve sans défense. Série américaine Games of Thrones. Au lendemain de la bataille, le roi Henri, qui donc est à Compiègne pour lever des troupes, prend la mesure du désastre. Il prépare la défense de Paris. Seulement, il lui faut surtout, avant tout, trouver des subsides. Vous savez, c'est le nerf de la guerre. Il faut lever des fonds au plus vite. Et contre toute attente, c'est à son épouse, Catherine de Médicis, qu'il va confier, on peut dire, une part ingrate de cette tâche. Le 13 août, la reine Catherine et sa belle-sœur Marguerite de Valois se rendent en coche jusqu'à la place de Grève. C'est là qu'est en train de s'édifier, je dis bien en train, puisque l'hôtel de ville ne sera inauguré que sous Louis XIII. Vous voyez, on a pris le temps pour le construire. Enfin, il est en cours de construction. C'est dans cet étrange édifice donc qu'elles arrivent. Il est encore couvert d'échafaudage. Catherine porte le grand deuil, celui de tous les soldats tombés à Saint-Quentin. Alors normalement, les reines portent le deuil blanc, mais elle s'est habillée, elle, tout à fait à l'italienne, tout à fait en noir, peut-être pour rendre plus spectaculaire son entrée dans la salle. C'est Perrault, le prévôt des marchands, qui accueille la souveraine avec une certaine déférence, avec même une forme d'obséquiosité qui tranche sur l'attitude pour le moins réservée des échevins, des présidents de chambre, de tous les magistrats qui ont été réunis en assemblée générale. Elle n'est pas bien accueillie, Catherine, c'est le moins qu'on puisse dire. On attend d'écouter ce qu'elle a à dire, mais évidemment, on sait très bien que la couronne est vaincue, qu'elle est endettée, qu'elle est prête à sombrer. La plupart des magistrats qui sont là semblent décidés à refuser le moindre soutien à une politique belliqueuse que depuis le début ils désapprouvaient, c'est le moins qu'on puisse dire. La reine Catherine n'a pas le choix des armes, elle n'a qu'une chose à faire, essayer de prendre ces messieurs par les sentiments. Or, après pourtant 10 ans de règne auprès de son mari Henri II, on peut dire que c'est son premier discours en public. Alors elle a une petite voix encore un peu hésitante où perce des pointes florentines. Elle commence par plaindre évidemment le sort des soldats tombés à Saint-Quentin, dont Monsieur d'Anguin, et elle se demande si à tout prendre ce sort-là n'est pas préférable à celui des malheureux captifs, emmenés par l'ennemi vers des geôles où peut-être ils finiront leur jour. Ainsi, monseigneur le connétable lui-même, dit-elle, se retrouve-t-il plus de 30 ans après Pavie, prisonnier comme il l'avait été alors aux côtés du feu roi François Ier de si haute mémoire. Ça, c'est assez malin, les échevins se signent quand elle dit ça, et ça insinue que les plus grands règnes ne sont pas à l'abri des revers militaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, poursuit Catherine d'une voix vibrante, ce qui est le plus à craindre
et que le nouveau roi d'Espagne ne prenne la résolution de marcher sur Paris, car dans ce cas funeste, nul ne serait en mesure de lui barrer le chemin. La voix de Catherine se brise sur ces mots, on sent l'assistance frémir, ils ont peur, les échevins, évidemment. Nos forces vives, ajoute la reine, sont actuellement au royaume de Naples. Nous offrons à l'ennemi un front tout dégarni, et pour le roi Philippe, entrer dans Paris, tout tuer, tout piller, tout brûler, serait l'affaire de quelques jours. Et là, tout le monde est bien obligé de l'admettre. Elle a le front haut, la reine, elle parcourt du regard l'assistance. L'Espagnol est à nos portes, dit-elle. Messieurs, devons-nous le laisser entrer? Pouvez-vous accepter que la capitale se laisse ravager? C'est pour parer au plus pressé que le roi a déjà gagné Compiègne. Il peut lever là-bas des gens tout neufs à opposer à l'avancée sauvage de l'ennemi, mais ces troupes tellement salutaires, qui les soldera? Comment les payer? Où trouver l'argent qui pourrait nous sauver tous? Et dans le silence qui s'est emparé de l'Assemblée, on peut dire que les mots de la reine résonnent avec tout l'accent de la majesté nécessaire. Catherine le ressent, et pour la première fois peut-être depuis son mariage, un quart de siècle plus tôt, il lui paraît que ces satanés français la considèrent avec au moins du respect. « Je suis venu ici, messieurs, devant votre compagnie représentant toute la ville, pour vous supplier bien humblement de nous aider à très vite lever les 10 000 hommes de pied nécessaires. Voilà ce que peut faire, voilà ce que doit faire le bon, le brave peuple de Paris. » La reine s'interrompt un instant pour essuyer ses larmes avec un mouchoir de dentelle. Elle est parfaite dans son rôle. Seulement à présent, elle n'est plus la seule à pleurer. Tout le monde essuie des larmes. « Si par bonheur, messieurs, vous y consentiez en son nom, je vous promets solennellement de me faire à jamais l'avocate de votre ville et de ses habitants auprès de Sa Majesté le Roi, comme auprès de mon fils le Dauphin. C'est une dette que j'aurai envers vous. » Un court silence, et puis la salle explose en un tonnerre d'applaudissements, ovations magnifiques. On acclame longuement le discours de la reine, oubliez les tensions, balayez la méfiance. Dans un enthousiasme sans précédent, l'Assemblée générale vote un octroi spécial de 300 000 livres. On peut dire que le sourire est revenu sur le visage de Catherine de Médicis. Elle remercie ces messieurs, elle salue encore de bonne grâce, et puis elle quitte la salle sous les vivas et les hurrahs. Et dans un instant, nous allons revenir sur le détail même de la bataille de Saint-Quentin, de la bataille de la Saint-Laurent. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Précisément au cœur de la bataille de la Saint-Laurent, toujours en compagnie de Thierry Crépin-Lebon. Franck et Olivier Renaudot nous a rejoint. Il est conservateur au musée de l'armée chargé du département des armes et armures anciennes. Et on peut dire que la guerre renaissante n'a pas de secret pour Olivier Renaudot. Merci de nous avoir rejoints. Alors j'ai sous les yeux un très beau dessin de une eau forte qui représente Saint-Quentin et ses fortifications. Cette œuvre était exposée à l'exposition donc qui a été organisée pour l'anniversaire. C'était donc pour le 450e anniversaire en 2007 de cette bataille de Saint-Quentin. Une expo qui a eu lieu d'abord au château d'Écouen et puis ensuite à Saint-Quentin même, où les habitants ont pu commémorer ce souvenir qui reste quand même encore assez prégnant, assez présent dans la Picardie. Alors, je disais tout à l'heure, Olivier Renaudot, que c'était un peu une non-bataille finalement, cette bataille de Saint-Quentin. Au départ, le maréchal de Montmorency ne voulait pas livrer bataille. C'était pas dans ses intentions. Non, c'est une bataille fortuite. D'ailleurs, c'est une bataille, quand on examine le déroulement des événements, assez confuse et assez difficile à suivre. Il n'y a pas de grands mouvements de troupes, il n'y a pas les stratèges et les capitaines qui dirigent les armées n'ont pas l'occasion de mener une grande stratégie spectaculaire en quelque sorte. Et c'est vrai que la vision que nous avons actuellement de la bataille, on pense au siège de Saint-Quentin. Saint-Quentin en tant que tel, c'était une petite cité qui n'était pas un objectif stratégique. Avec des remparts médiévaux qui n'étaient pas très efficaces. Qui avaient été un petit peu organisés avant, un petit peu restaurés avant, justement en prévision éventuellement d'un changement de front. Mais la ville était assez mal défendue par ces bourgeois. Et c'est d'ailleurs une chance que le futur amiral de Coligny, donc qui était du côté évidemment de l'armée royale française, ait pu s'introduire nuitamment dans la ville avec un certain nombre de ses soldats, de façon plusieurs centaines quand même plusieurs centaines, à peu près 500 hommes, pour pouvoir justement aider à la défense de la ville. Donc il a pris en main la défense de la ville,
qui sinon a été défendu par sa population. Population qui a d'ailleurs été une victime assez très sévèrement punie évidemment de la défense de sa cité. Alors, Montmorency arrive avec l'armée du roi de France, mais déjà c'est une armée qui est moitié moins nombreuse que celle du duc de Savoie en face. Oui. Hein. Et puis surtout, il en range les trois quarts. Il n'envoie finalement qu'une avant-garde de l'autre côté de la Somme pour essayer d'alléger un peu la pression sur les murs de Saint-Quentin. Oui, puisque son objectif était surtout de ravitailler la ville et de renforcer par des hommes et des vivres les capitaines français qui étaient déjà à l'intérieur et qui normalement devaient être en mesure d'assurer l'autonomie défensive de la cité. Montmorency est quand même un homme prudent. Il est âgé, il a 55 ans. C'est un vétéran finalement. C'est un vétéran. Il a participé aux premières campagnes d'Italie aux côtés de François Ier. C'est un homme qui a blanchi sous le harnois, selon l'expression consacrée. Et comme on l'a dit déjà, ce n'est absolument pas un va-t-en-guerre. C'est un homme qui a de l'expérience, qui sait ce que coûte une armée et ce que l'on risque aussi à la perdre sur le champ de bataille. Donc il est dans un certain attentisme. Son objectif est d'aider la ville à se défendre elle-même, mais surtout à ne pas engager, surtout dans un contexte de déséquilibre des forces, à ne pas engager évidemment l'armée royale qu'il a entre les mains. Alors nous, pour traverser la Somme, on a des barques, mais qui sont d'abord pas assez nombreuses, qui n'arrivent pas à l'heure, qui vont s'enfoncer. On a même des hommes qui vont se noyer, c'est quand même un comble en traversant la Somme. Et puis de l'autre côté, les Espagnols, eux, ont un pont, le pont du Rouvroy, et ça, Montmorency ne l'a pas pris en considération. Il a dit, ce pont est trop petit, ils n'arriveront pas à faire passer assez vite assez de troupes. En fait, ils ont été très disciplinés, les Espagnols. En fait, Montmorency avait peur de ne pas pouvoir faire traverser la cavalerie assez rapidement, en tout cas, sur ce pont. La zone de Saint-Quentin était une zone assez marécageuse. Et en fait, le lit de la Somme était relativement fluctuant. Les barques étaient en nombre assez peu important. Et la manœuvre, finalement, a pris beaucoup plus de temps que prévu. Le nombre de barques était insuffisant. Donc, on peut dire que l'attentisme, le manque de dynamisme, peut-être aussi le manque d'initiative de la logistique française à l'occasion de la bataille a été préjudiciable aux forces du roi de France. Alors que les Espagnols, eux, ont pris vraiment les choses de front. Ils ont accaparé le pont donc qui était disponible. Ils ont même construit un pont de bateau à côté, ce qui suppose quand même d'avoir une logistique assez développée à l'époque. Un pont flottant en fait avec des barques et des poutres. Et d'avoir anticipé les choses. D'avoir anticipé les choses, d'avoir pu faire passer de l'autre côté de la Somme évidemment le gros de leur force. Et ils ont pu donc tomber sur l'armée française qui ne les attendait pas. Avec de l'artillerie, ils étaient équipés. Ils ne sont pas arrivés comme ça à main nue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc on peut dire que cette fois, avec les troupes qu'il a sous la main, qui sont mal disposées sur un terrain qui n'est pas favorable, et sans en avoir jamais eu l'intention, Montmorency est bien obligé de livrer bataille, mais il livre bataille avec énormément une infériorité numérique qui est terrible. Oui, puisqu'il est à peu près, son armée est entre le tiers et la moitié moins forte en quelque sorte. Au moment où ils se battent, ils sont un homme contre trois. Un homme contre trois. Ouais. Avec en plus sur un terrain sur lequel il est difficile de manœuvrer, une partie de l'armée française qui est toujours dissimulée dans des bois, donc pour rester à couvert de l'armée espagnole. Peu d'artillerie, puisque l'artillerie française comporte peut-être entre une quinzaine et une vingtaine de pièces face aux peut-être pas 70 canons, puisqu'une grande partie d'entre eux est restée autour de la ville, mais en tout cas plusieurs dizaines de canons, de pièces de canon du côté espagnol. Et malgré tout son courage, puisque Montmorency va se jeter lui-même dans la bataille, malgré les capitaines qui vont vraiment donner de leur personne pour l'occasion, cette bataille est un véritable désastre, avec plus de 5000 hommes morts sur le terrain, et également plusieurs milliers de prisonniers. Oui, c'est vraiment un bilan désastreux. Alors sur ce bilan, sur les conséquences militaires certes, mais aussi politiques de la bataille, nous allons revenir dans un instant. Juste un détail, la tradition militaire veut que ce soit à cette bataille de la Saint-Laurent que soit apparu le pistolet. Alors, il est certain que c'est une des innovations militaires de l'époque. Le pistolet est même assez significatif de l'évolution de la stratégie et surtout, je dirais, de la perte d'efficacité de la noblesse qui combat traditionnellement à cheval et en armure, évidemment, à cette époque. Depuis à peu près une 60-70 ans, l'arme qui est la reine des batailles, c'est l'infanterie. Grâce à la technique qui avait été mise au point par les Suisses, c'est-à-dire que les bataillons d'infanterie sont capables de résister à des corps de cavalerie et la seule solution pour résister à cette infanterie équipée de grandes piques, c'est le feu. Et les cavaliers sont équipés de pistolets pour pouvoir tirer aussi et répondre aux coups d'arquebus qu'on leur envoie
du côté des corps d'infanterie. On a perdu, vous avez bien compris, à plat de couture. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Jusqu'à 14h, nous nous intéressons aujourd'hui à la bataille de la Saint-Laurent, Franck. Eh oui, cette défaite terrible pour la France de la bataille de Saint-Quentin. Nous sommes en août 1557. Vous avez, vous, au musée de l'armée, Olivier Renaudot, un certain nombre de vestiges. Alors, vous avez d'abord une copie des relevés de drapeaux qui se trouvent à Turin. Oui, nous avons aux Invalides un recueil, donc qui est un recueil aquarellé très très beau d'ailleurs, qui montre ces drapeaux et ces emblèmes français qui ont été perdus sur le champ de bataille. C'est d'ailleurs un document très précieux parce que on n'a pas beaucoup l'équivalent pour des batailles contemporaines où on a toute l'emblématique de ces régiments français qui ont été les types de drapeaux, types de drapeaux, les pavillons des grands capitaines, etc. Ceux de Coligny, ceux de Montmorency, qui nous ont été gardés. Les drapeaux originaux n'existent plus, mais nous en avons les dessins. Et puis vous conservez aussi l'armure de Montmorency. Peut-être pas celle qu'il portait à Saint-Quentin. Pas celle qu'il portait, parce que l'armure qu'il portait, en dehors des blessures que le connétable a reçues, donc qui ont dû évidemment sévèrement abîmer l'armure, mais l'armure a dû être récupérée avec profit par un de ses vainqueurs. Nous avons une armure contemporaine, qui est une armure très sobre, d'ailleurs noircie, que portait le capitaine. Alors ce qui est incroyable, c'est que les Espagnols avaient un boulevard devant eux et qu'ils ne vont pas l'emprunter, ce boulevard, finalement, c'est étonnant. Le roi Philippe se concentre sur la Picardie, sur Saint-Quentin, il ne donne pas l'ordre de foncer sur Paris. Alors, certains historiens ont dit que si à la place de Philippe on avait eu son père, Charles Quint, ça aurait été plus grave, Thierry Crépin-Leblond. Peut-être, peut-être pas. Charles Quint lui-même n'était pas un grand stratège non plus sur le champ de bataille. Et très clairement, la résistance de Saint-Quentin bloque l'armée qui ne reçoit pas les approvisionnements. Et peut-être aussi que Philippe II attend les Anglais qui doivent instamment débarquer, mais qui ne sont toujours pas arrivés non plus. Alors tout à l'heure, je vous ai tendu la perche, parce que tout à l'heure dans le couloir, je vous ai fait la même remarque, et vous m'avez dit oui, mais certains ont dit que si, à la place de Montmorency, on avait tué... Si François Ier avait été en face de Charles Quint, mais c'était au nord et non pas au sud, on ne les y aurait pas trouvés non plus. Je crois que là encore, le roi de France, effectivement, est allé en Italie, il agit sur le champ de bataille, mais quand on est au nord, le roi ne s'expose pas, peut-être parce qu'on se souvient trop de ce qui s'est passé à Poitiers et ailleurs. Alors pourquoi Philippe II fait-il preuve, à l'égard de cette France qu'il n'aime vraiment pas particulièrement, de tels égards, Olivier Renaudot? C'est étonnant, cette histoire. Ce ne sont pas particulièrement des égards. Il semble que ce soit aussi l'épuisement de ses forces. C'est-à-dire que la campagne, même si les forces espagnoles étaient extrêmement favorables, puisque, en gros, on a toute l'Europe qui est finalement liguée contre le Royaume de France, puisque l'armée espagnole comporte des Savoyards, des Italiens, des Milanais, des Napolitains, des Flamands, des Anglais que l'on attend, plus les habituels mercenaires allemands que l'on trouve d'ailleurs des deux côtés. Donc c'est vraiment l'Europe quasiment entière liguée contre la France. Cette armée, elle est finalement restée bloquée assez longtemps devant Saint-Quentin, compte tenu de l'importance de la ville et surtout du nombre de défenseurs que la ville pouvait lui opposer. Et Philippe II attend aussi des ravitaillements. Imaginez, ravitailler 50 000 hommes, le nombre de vivres, le fourrage pour les chevaux, etc. C'est un pays entier qui doit finalement fournir cette logistique et cette nourriture, et on peut penser que l'armée de Philippe II était aussi épuisée finalement que l'armée française, sans avoir subi une défaite aussi retentissante. Les Parisiens ont eu peur tout de même. On a vu que les échevins recevant la reine Catherine n'emmenaient pas large tout de même. N'emmenaient pas large, et il y a eu un véritable soulèvement national, on peut le dire. D'ailleurs, la reine Catherine a rappelé devant les échevins de la ville de Paris, a rappelé ces moments noirs de l'histoire de France qui avaient été la suite de la défaite de Pavie, mais où c'était assez habile parce qu'on faisait référence effectivement à un de ces grands coups du sort que même les plus grands souverains peuvent subir, mais on faisait aussi référence à ce mouvement de solidarité de la nation, groupée derrière son roi vaincu, qui va trouver finalement au cœur de ses ressources de quoi se défendre et de quoi garder finalement sa cohérence politique et sa cohérence nationale, on peut le dire déjà. Et en fait, Henri II et son épouse agissent pour que le royaume entier leur fournisse ses subsides et à la fois les forces, je dirais, matérielles et morales pour résister à cette invasion que l'on attend, qui heureusement ne va pas advenir, mais auquel on se prépare activement. La conclusion de tout ça, c'est le traité du Gâteau-Cambrésis.
Alors, qui est un traité important, qui est un traité de paix. Finalement, Montmorency a été quand même en captivité 1 an après sa défaite le jour de la Saint-Laurent. Il se serait bien passé de ça dans sa vieillesse. Il se serait bien passé de ça. De grand chef militaire. Ce n'est pas sa dernière bataille. Hein. Montmorency va continuer à user ses fesses sur la selle de son cheval et à mener les troupes au combat, jusqu'à son dernier combat qui va lui être fatal, d'ailleurs, jusqu'à la bataille de Saint-Denis 10 ans après. Et il va participer aux négociations de paix. Sa rançon, d'ailleurs, sa rançon colossale, en fait, était assujettie aux bonnes conclusions de la paix. C'est-à-dire que sa rançon va être 200 000 écus, et je crois qu'elle était prévue à 300 000 écus si une bonne paix n'était pas signée. C'est ça. Les conséquences les plus directes, c'est que la France garde ses conquêtes en Picardie et dans le nord de la France. Par contre, la France doit renoncer définitivement à l'aventure italienne et à ses prétentions sur le royaume de Naples ou sur le Milanais. Toute cette vieille aventure qui remontait à Charles VIII, à Louis XII, à François Ier, etc., c'est la fin des guerres d'Italie et des prétentions italiennes de la France à ce moment-là. Et l'Espagne reste maîtresse du jeu pour l'Italie. Puisque quand même il reste Salus et les places de Pignerol, et on verra encore sous Richelieu les troupes françaises en Italie. Donc c'est la Parce fin. que Richelieu va reprendre cette vieille lutte contre les Habsbourg. Exactement. Bien entendu. L'Italie reste en partie francophile et il y a une présence française, mais moins forte et moins légitime qu'elle ne fut. Il faudra attendre 1756, c'est-à-dire près de 2 siècles après la fameuse bataille de Saint-Quentin, pour que le renversement d'alliance fasse de l'Autriche et des Habsbourg nos alliés, au point même qu'on aille jusqu'à marier le dauphin de France à une archiduchesse d'Autriche, n'est-ce pas ? Ça nous entraînerait vraiment sur d'autres raisons. On peut dire, Thierry Crépin-Leblond, que finalement on s'en est pas si mal sorti et la France s'est relevée une fois de plus de ce désastre incroyable. Effectivement, militairement, François de Guise s'empare de Calais, dès l'année suivante, la guerre de 100 ans, ce qui fait mourir Marie Tudor et donc libère de la menace anglaise. Et d'autre part, l'Espagne tellement épuisée veut aussi la paix. Henri II voudrait reconcentrer l'effort vers les guerres de religion, c'est-à-dire vers l'oppression des protestants. Donc il marie sa fille à Philippe II et on pense faire une vraie paix, d'autant plus que la sœur bien-aimée d'Henri II, Marguerite, épouse le duc de Savoie. Et donc tout ceci rééquilibre. Pour un moment, ce n'est plus le conflit, ce sont les baisers. Bien, si tout cela vous a mis en appétit de renaissance et d'armure, je ne puis que vous conseiller d'aller faire un tour au château d'Écouen, dont Thierry Crépin-Leblond est le directeur, au Musée national de la Renaissance. C'est une merveille, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Et puis bien sûr, encore plus près, si vous êtes parisien, au Musée de l'Armée, à l'Hôtel National des Invalides. Merci à vous deux, Olivier Renaudot et Thierry Crépin-Leblond, de nous avoir fait revivre ce moment dramatique de l'histoire de France.